Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la section 3.10 qui est tirée du livre Physique mécanique, donc le tome A. Euh, voilà. Donc, la section, euh, la section 3.10, ça s'appelle la conservation de la quantité de mouvement. Donc, pour l'instant, dans le chapitre 3, on a vu dans les quatre premières sections, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4, nous avons vu un principe de conservation qui s'appelle la conservation de l'énergie. Et à la section 3.10, on va voir un deuxième grand principe de conservation qui s'appelle cette fois-ci le principe de conservation de la quantité de mouvement. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, la quantité de mouvement, on va le voir ensemble pendant cette section-ci. C'est pas de l'énergie, c'est pas la même chose que l'énergie, c'est pas de l'énergie cinétique, c'est pas de l'énergie potentielle, c'est quelque chose qui est différent. Les unités d'ailleurs aussi sont différentes. Vous allez voir, ce ne sera pas des joules, là. On va le définir un peu plus tard, mais je peux vous dire tout de suite là, que la quantité de mouvement, c'est défini comme étant le produit de la masse d'un objet multiplié par son vecteur vitesse. Okay? Donc, si on regarde au niveau des unités, là, la quantité de mouvement, les unités, ça va être une masse multipliée par une vitesse. Donc, une masse, ça va être des kilogrammes. Et une vitesse, ça se note en mètres par seconde. Donc, la quantité de mouvement qu'on appelle P, là, les unités, ce sont des kilogrammes fois des mètres par seconde. Donc, c'est pas des joules. Okay? Donc, il faut bien comprendre tout de suite que c'est différent. Et bon, c'est ça. Donc, on va aller comme ça pour l'instant. Euh, c'est difficile un peu de commencer à vous parler de la quantité de mouvement parce que, bon, vous savez pas trop c'est quoi, vous savez pas si ça sert à quoi encore réellement. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que la quantité de mouvement, c'est important là, à étudier puis à comprendre parce que, entre autres, c'est quelque chose qui est conservé pendant les collisions, alors que l'énergie ne l'est pas. Donc, c'est vraiment un outil essentiel là, pour être capable de comprendre et de déterminer l'issue d'une collision. Si je vous demandais là, de me nommer des exemples de collision, de penser à des exemples de collision, ben il y en a plusieurs là, qui surviennent là, dans la vie de tous les jours, là, des collisions. Donc quand on pense à collision, généralement là, on va penser à deux objets qui vont se frapper ensemble. Donc ça sont tous des exemples de collision. Un joueur de baseball là, qui frappe une balle de baseball. Quand vous jouez au billard, là, bien évidemment, il y a tout le temps des collisions entre différentes balles de billard. Ça peut être des éléments un peu plus tragiques, là, comme des accidents de voiture. Là. Quand deux voitures se foncent dedans, on appelle ça une collision. Ça peut être un joueur de golf là, qui frappe une balle de golf. Donc ça sont des exemples de collisions. On pourrait penser même à quelque chose d'un peu plus spectaculaire, là, genre des collisions un peu plus à grande échelle. Là. Exemple, un astéroïde là, qui va frapper la planète Terre. Donc, ce serait effectivement une collision. Une très grosse collision de grande envergure, mais ce serait une collision. Donc, vous voyez un peu l'idée d'une collision, c'est souvent, bon, c'est plusieurs objets, au moins deux objets qui vont entrer qui vont se cogner l'un l'autre. Okay? Et vous allez voir que pour comprendre, là, analyser un peu ce genre de situation-là, qu'on appelle des collisions, c'est essentiel d'utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Parce que juste en utilisant la conservation de l'énergie, ce serait pas suffisant. Il nous manquerait des outils là, pour résoudre la situation et bien comprendre qu'est-ce qui s'y déroule. Fait que bien comprendre c'est quoi une collision, c'est important au niveau physique. C'est sûr que vous le savez là un peu intuitivement c'est quoi une collision, vous savez c'est quoi une collision, mais une définition formelle là, physique d'une collision, c'est ce qui est écrit dans le livre, dans le glossaire, c'est une interaction brève entre deux objets, pendant laquelle les forces internes vont être beaucoup plus intenses que les forces externes, donc, qui vont agir dans la collision. Fait qu'il faut comprendre c'est quoi la différence entre une force interne puis une force externe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on étudie la collision qui survient entre deux objets, pendant le moment que va durer la collision, qui est généralement un temps assez bref, là, parce qu'une collision, généralement, c'est quelque chose qui dure un court laps de temps, c'est quelque chose de très rapide, là, presque instantané. C'est pas tout à fait instantané, mais ça dure un certain laps de temps. Et l'important, c'est de comprendre que si on regarde les deux objets qui entrent en collision, euh, pendant la durée de la collision, ces deux objets-là vont subir des forces. Hein, comme toujours, il y a différentes forces qui s'appliquent dans la nature. Il y aura des forces qu'on appelle des forces internes et des forces qu'on appelle des forces externes. Okay? Prenons un exemple. Là. Imaginez que vous avez deux blocs qui, on va les pousser les uns l'un vers l'autre et ils vont entrer en collision. Donc, ils vont glisser au début là, sur un plancher, sur une surface quelconque et éventuellement, bang, ils vont entrer en collision quand ils vont se toucher ici. Euh,
pendant que la collision survient, si on se posait la question, c'est quoi toutes les forces qui vont agir sur nos blocs? Ben, il y en a plusieurs. Évidemment, on pourrait imaginer que bon, ces blocs-là ils ont une certaine masse, donc ils vont avoir une force de gravité qui va pointer vers le bas. Comme ils sont déposés sur une surface, ils vont avoir des forces normales là, qui sont vers le haut. Comme ils sont sur une surface sur laquelle il pourrait avoir du frottement, quand les deux blocs glissent l'un vers l'autre, ben, il y a des forces de frottement cinétique qui agissent dans le sens contraire de leur mouvement. Et quand les blocs vont commencer à se foncer dedans, là, pendant justement la collision, ben, il va y avoir des forces normales quand même assez grandes, quand même assez importantes, qui vont s'exercer là, perpendiculairement aux surfaces pour empêcher que les deux blocs se rentrent l'un dans l'autre, hein, pour préserver là, la structure de chaque bloc, pour empêcher que les deux blocs se fondent dans un seul morceau. Fait qu'il y aurait toutes ces forces-là qui agissent dans notre système. Le système qu'on est en train d'étudier, nous, c'est le système des deux blocs. C'est la collision qui survient entre ces deux blocs-là. Donc, notre système, c'est composé des deux blocs. Une force interne, c'est une force qui s'exerce sur un objet d'un système dont la source est un autre objet faisant partie du système. Donc, alors que la force externe, bon, c'est le contraire, quand la source de la force est un objet qui est à l'extérieur du système. Donc, dans cet exemple-là, comme que nous, le système que nous étudions, c'est le système composé des deux blocs, si on regarde toutes les forces qui agissent sur les blocs, ben, la plupart des forces vont être des forces externes, parce que, par exemple, les forces de gravité, c'est quel objet est responsable de produire la force de gravité sur nos blocs? C'est la planète Terre. Donc, la planète Terre, c'est quelque chose qui est extérieur à notre système. C'est pas les deux blocs, c'est un autre objet. Donc, même chose pour les forces normales, par exemple. C'est quoi qui produit les forces normales sur nos blocs? C'est le plancher, c'est le sol. Le sol, il est à l'extérieur de notre système. Donc, les forces normales sont des forces externes. Même chose pour les frottements cinétiques. C'est quoi qui produit le frottement cinétique sur nos blocs? C'est le sol, donc encore une fois, des forces externes. Donc toutes les forces que j'ai dessinées en bleu ici, c'est-à-dire les forces de gravité, forces normales et forces de frottement, ce sont des forces externes à notre système. Par contre, si on regarde les forces normales qui agissent entre nos deux blocs, si on nomme les blocs par exemple A et B, là, ben, c'est quel objet qui a produit la force normale sur le bloc A? Ben, c'est le bloc B. Hein. Puis quel objet a produit la force normale qui agit sur le bloc B? C'est le bloc A. Donc en fait, pendant la collision, le bloc A pousse sur le bloc B et en même temps le bloc B pousse sur le bloc A. Donc comme l'objet qui est responsable ou qui produit la force ici, c'est un objet qui fait lui aussi partie du système, c'est ça qu'on va appeler des forces internes. Donc les deux flèches que j'ai dessinées en rouge ici, ce sont les forces internes. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'une collision, au niveau physique, c'est quand les forces internes sont beaucoup plus grandes que les forces externes. Donc, quand c'est le cas, on peut appeler ça une collision. On va faire un exemple numérique, là, vous allez comprendre. Là. Donc, c'est la situation 1 que dans la section 3.10. Donc, c'est deux joueurs de hockey qui foncent l'un sur l'autre, qui entrent, bon, justement, là, en collision. En langage populaire, c'est ça qu'on dit. On dit, ah, il y a eu une collision entre deux joueurs. Je veux juste vous démontrer qu'effectivement, dans ce phénomène-là, qu'on appelle une collision, les forces internes sont beaucoup plus grandes que les forces externes. Donc, on peut vraiment traiter ça comme une collision et appliquer ce qu'on verra plus tard, là, qui s'appelle le principe de conservation de la quantité de mouvement. On donne certaines informations. C'est une modélisation assez réaliste de ce qui pourrait se passer quand deux joueurs se foncent dedans. Donc, on a écrit des chiffres là, pour faire des calculs. Donc, deux joueurs là, qui ont une masse d'environ 120 kg chacun, ça inclut la masse des joueurs, plus l'équipement et tout. C'est à peu près ça là, dans la vraie vie. Ils se déplacent l'un vers l'autre à 10 mètres par seconde. Encore une fois, des vitesses là, assez réalistes. Et on suppose que quand les deux joueurs vont se foncer dedans, il va avoir, bon, je pense ce qu'on appelle la collision, puis on imagine que les deux joueurs vont rester comme essentiellement collés l'un sur l'autre, ils vont juste probablement tomber au sol par la suite. Donc, si on suppose que c'est ça, l'amas formé par les deux joueurs reste immobile après la collision, on suppose que la collision a duré environ 0,2 secondes. Donc, les joueurs allaient chacun à une vitesse de 10 mètres par seconde, et là, ils se foncent dedans, puis 0,2 secondes plus tard, sont immobilisés, sont rendus tomber sur la glace, ou peu importe, sont rendus immobiles. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de calculer à quoi ça ressemble les différentes forces qui vont agir sur ces deux joueurs-là. On peut d'abord calculer l'accélération que les joueurs ont subie parce qu'au début, ils allaient à 10 mètres par seconde et 0,2 secondes plus tard, sont immobilisés. Ils vont à une vitesse finale de 0. Donc, on sait que l'accélération qu'ils ont subie pendant la collision, ça a été là de l'ordre de delta V sur delta T, donc un changement de vitesse de 10 mètres par seconde sur un delta T de 0,2 secondes, ça fait une accélération d'environ 50 mètres par seconde carré.
Et on sait que F égale à ma, donc la masse d'un joueur fois l'accélération qu'il subit, ça fait une force d'environ 6000 newtons. Donc les forces normales, là, qui seraient l'équivalent des deux petites flèches rouges qu'on a ici, les forces de répulsion là, que chaque joueur exerce sur l'autre, dans cet exemple concret-là, ce sera environ des forces de 6000 newtons, donc des forces relativement grandes. Okay? Si on compare ça là, à la force externe résultante qui agit sur chacun des joueurs, ben, chaque joueur a une masse de 120 kg. Si on fait mg, ça va nous donner la force gravitationnelle. Donc, chaque joueur a une force gravitationnelle de 1176 newtons qui agit vers le bas. Mais, oui, ils ont une force normale vers le bas, 1176 newtons, mais ils ont également une force normale vers le haut. Les deux forces ici vont s'annuler. La seule force qui s'annulera, la force externe résultante, ça va être seulement la force de frottement. Okay. La force de frottement cinétique, c'est coefficient de frottement cinétique fois la normale, chose qu'on a vu à la section 2.5 dans le chapitre 2. Mais les coefficients de frottement cinétique là, entre la glace et les patins, c'est quelque chose de relativement faible. J'ai fait une recherche rapide là, sur Internet. Je vois un petit article là, qui parle de ça, puis vous allez voir les coefficients de frottement cinétique qu'il y a entre une lame de patin et la glace, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 0.007. Okay? Ça dépend de l'angle du patin, là, mais bon, c'est environ de cet ordre-là. Okay? Et si on fait un petit calcul rapide, là, si on voulait calculer la force de frottement cinétique qu'il y a entre le patin et le sol, 0.007, fois une force normale qui est de l'ordre de 1176 newtons, ça fait une force de frottement qui est à peu près de l'ordre de 8 newtons. Donc 8 newtons, comparativement à 6000 newtons, c'est très très faible. En fait, si on fait le calcul, là, ça correspond à 0.1%. Fait que c'est même pas 1%. Okay. Fait que c'est juste pour vous démontrer que dans une collision, là, comme ça, deux joueurs de hockey qui se foncent dedans, ben effectivement, là, les forces internes sont de l'ordre de 6000 newtons, alors que la force externe résultante est de l'ordre de dizaines de newtons tout au plus. Fait qu'on voit vraiment là, que dans une collision, les forces internes sont beaucoup plus grandes que les forces externes, et c'est ça la définition d'une collision. Okay? Donc, si vous avez une situation quelconque qui fait en sorte que les forces internes sont beaucoup plus intenses que les forces externes, on peut véritablement appeler ça une collision et traiter ça vraiment comme une collision là, en bonne et due forme et utiliser la conservation de la quantité de mouvement qu'on va voir dans quelques instants. Okay. Pourquoi que c'est si important que ça, la conservation de la quantité de mouvement, puis la quantité de mouvement, puis pourquoi qu'on en parle là, dans la section 3.10, c'est justement parce que c'est quelque chose qui nous permet d'analyser des collisions, oui, mais c'est juste pour, avant d'aller plus loin, c'est juste pour vous montrer que l'énergie, elle, n'est pas conservée. Okay, l'énergie cinétique n'est pas conservée pendant une collision. Donc là, je prends l'exemple de la situation 2, que dans la section 3.10. Donc, deux blocs qui se foncent dedans. On imagine qu'on fait ça en laboratoire. Le deux blocs, il y en a un qui a une masse de 4 kg, l'autre de 3 kg. On les lance l'un vers l'autre avec des vitesses initiales différentes. Il y en a un qui va à 2 mètres par seconde vers la droite, l'autre va à 5 mètres par seconde vers la gauche. Si on réalise cette expérience-là dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que quand les deux blocs vont entrer en collision, bang, leur vitesse va être modifiée. Okay? Les blocs vont changer de vitesse, changer de direction aussi. Le bloc A va repartir vers la gauche à une vitesse de 2.5 mètres par seconde. Et après la collision, le bloc B, lui, va repartir vers la droite avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Okay? Et si on essayait d'analyser ce problème-là, cette collision-là, uniquement en utilisant ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 4, qui est la conservation de l'énergie, ben, dans ce problème-là, il n'y a pas de ressort, donc il n'y a pas d'énergie potentielle de ressort qui est impliquée. Les deux blocs restent toujours à la même hauteur, ils ne changent pas de hauteur, donc il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle d'impliquer. Il n'y a pas de changement d'énergie potentielle gravitationnelle d'impliquer. La seule chose qui va être modifiée, c'est la vitesse des blocs. Donc leur énergie cinétique va changer. Okay. Mais si on se base uniquement là-dessus, sur l'analyse de l'énergie cinétique, vous allez voir que ça ne nous mène pas très loin parce que on pourrait calculer c'est quoi l'énergie cinétique totale du système, donc la quantité d'énergie initiale du système, là, avant la collision. On avait deux blocs. On connaît leur masse et leur vitesse. Donc on pourrait calculer l'énergie cinétique de chaque bloc, là, qui est 1/2 mv carré. Et si on fait l'énergie cinétique du bloc A plus l'énergie cinétique du bloc B, ça va nous donner au total 45,5 joules. Donc, avant la collision, il y avait 45,5 joules d'énergie cinétique dans notre système.
Et après la collision, les vitesses ont été modifiées. Et si on calcule maintenant l'énergie cinétique finale de notre système, donc on utilise les vitesses finales de nos blocs, et on calcule l'énergie cinétique finale du bloc A, plus l'énergie cinétique finale du bloc B, ça nous donne une énergie cinétique finale de 14 joules. Donc, on constate que, premièrement, l'énergie n'est pas conservée, parce que c'est pas le même chiffre. Ici, c'est pas égal à 45,5 joules, c'est égal à 14 joules. Donc, ça veut dire que l'énergie est pas conservée. Fait que si l'énergie n'est pas conservée, on pourrait pas, par exemple, utiliser la conservation d'énergie pour, par exemple, prévoir la vitesse finale des blocs après la collision, parce que justement, l'énergie est pas conservée. Donc, il y a un certain pourcentage de l'énergie cinétique qui est perdu. Au début, on avait 45,5 joules, puis là, bang, après la collision, il nous en reste juste 14 joules. Donc, on pourrait calculer c'est quoi le pourcentage de cette énergie-là qui a été perdue. Ok, ça se calcule. Si on connaît les chiffres, là, ben on peut dire si on passe de 45,5 joules à 14 joules, ça veut donc dire qu'on a une différence de 31,5 joules. Donc, il y a 31,5 joules d'énergie cinétique qui a comme disparu pendant la collision. Et 35,5 joules comparativement à ce qu'on avait au début, 45,5 joules, ça fait un pourcentage qu'on peut calculer, ça correspond à 69%. Donc on peut dire qu'il y a 69% de l'énergie cinétique initiale qui a disparu. Okay. Mais ce ne sera pas toujours 69% de l'énergie, ça va dépendre des collisions. Donc dans ce cas-là, il y a 69% d'énergie cinétique initiale qui est disparue. Dans une autre sorte, dans une autre collision, ça aurait pu être, mettons, 54% d'énergie ou 72%. Ce ne sera pas quelque chose qui est tout le temps pareil. Okay. Fait qu'on peut pas se fier là-dessus. On peut pas se fier uniquement sur l'énergie cinétique pour prédire, par exemple, l'issue d'une collision. Il va falloir utiliser d'autres choses. Okay. Mais juste en passant, quand je vous dis que l'énergie cinétique qui est perdue, l'énergie elle n'est pas vraiment perdue. Là. En fait, ce qui arrive, c'est que l'énergie, comme on a vu là, aux sections 3.1, 3.4, c'est que l'énergie, ça peut jamais vraiment disparaître, ça peut juste changer de forme. Okay. Fait qu'est-ce qui arrive ici, c'est que l'énergie qui est disparue, l'énergie cinétique, qu'est-ce qui est arrivé avec? C'est qu'elle s'est transformée tout simplement en d'autres sortes d'énergie. Okay. Par exemple, quand des blocs se cognent ensemble dans la vraie vie, là, ben évidemment, ça fait du son, ça fait de l'énergie sonore. Pour produire du son, ça prend une certaine quantité d'énergie. Donc, une partie de l'énergie du nombre de joules qui a été perdu ici, qui a servi, par exemple, à produire du son. Ça, c'est une chose. Et aussi, ce qui arrive, c'est que, ça, c'est des détails, mais au niveau microscopique, quand les blocs se cognent ensemble, ils vont légèrement se déformer. Ils vont comme s'aplatir un petit peu pour ensuite de ça reprendre leur forme d'origine. Et pendant que la matière, comme ça, se déforme et reprend sa forme, c'est à cause du frottement là, interne entre les molécules puis la structure interne des objets, et c'est associé à une certaine forme de frottement, donc d'énergie thermique. Ça veut dire que si on pouvait mesurer la température exacte là, avec des thermomètres très précis, on se rendrait compte qu'après la collision, la température des blocs est un petit peu plus élevée qu'avant la collision. Mais bref, c'est juste pour vous dire que dans une collision, qui est un phénomène relativement complexe, là, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Fait qu'entre autres, il y a une quantité d'énergie sonore qui va être émise, entre autres, il y a une quantité d'énergie thermique qui va être produite pendant la collision, et c'est pour ça qu'il y a de l'énergie cinétique qui se transforme en d'autres formes d'énergie. Et tout ça fait en sorte que l'énergie cinétique n'est pas conservée, vu que c'est pas le même chiffre. Et comme c'est pas conservé, ben on peut pas s'en servir pour prédire ce qui va se produire là, à l'issue d'une collision. Et c'est là que la quantité de mouvement prend tout son sens et prend toute son importance, c'est que malgré tous ces phénomènes complexes-là qui se produisent pendant une collision, la quantité de mouvement, ça c'est une quantité qui est conservée. Elle va être exactement la même avant la collision et après la collision. Okay. La quantité de mouvement, c'est défini en physique comme étant juste la masse fois la vitesse, comme je disais tout à l'heure au tout début là, de la section. Et le principe de conservation de la quantité de mouvement, ça s'écrit tout simplement comme suit. Ça dit que la somme de la quantité de mouvement finale de vos objets est égale à la somme de la quantité de mouvement initiale de vos objets, ou on pourrait dire que la quantité de mouvement totale après la collision égale à la quantité de mouvement initiale avant la collision. Et ça exprime donc le fait que la quantité de mouvement est conservée. Okay. On va utiliser cette équation-là d'ailleurs pour résoudre les différents problèmes là, de la section 3.10 quand on a des collisions. Remarquez quand même une chose, c'est que la quantité de mouvement
contrairement à l'énergie cinétique ou à l'énergie potentielle, c'est que la quantité de mouvement, vous voyez bien, là, c'est un vecteur. Hein. C'est pour ça qu'on écrit des petites flèches comme ça. Donc la quantité de mouvement, c'est un vecteur. Donc ça a une direction parce que c'est associé à la vitesse. Donc la vitesse est un vecteur, évidemment, elle aussi, et ça pointe dans une certaine direction. Ce qui veut dire que quand on analyse la quantité de mouvement, il faut faire bien attention parce que ce sont des vecteurs. Ce qu'on va faire, c'est que on va jamais exactement là, utiliser cette formule-là. Ce qu'on va avoir tendance à faire plutôt, c'est qu'on va avoir tendance à diviser cette équation-là en deux petites équations, en composantes x et y. Donc on va dire que la quantité de mouvement en x est conservée et que la quantité de mouvement en y est conservée. Okay. D'ailleurs, ça c'est exactement l'équivalent de ce qu'on faisait là, au chapitre 2. Au chapitre 2, on avait vu l'équation somme des forces égale à la masse fois l'accélération. La force, c'est un vecteur, l'accélération, c'est un vecteur. Et oui, on écrit ça comme ça, la somme des forces égale à ma, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écrit deux équations. On écrit la somme des forces en x égale à la masse fois l'accélération en x, et la somme des forces en y égale à la masse fois l'accélération en y. Donc, on fait exactement la même chose là, pour la quantité de mouvement. L'équation comme telle, elle est vectorielle, mais on la divise en deux petites équations. Okay. C'est ça, juste pour comme ça, là, vous montrer que la quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est vectoriel. Donc, dès que vous connaissez la masse et la vitesse d'un objet, on pourrait calculer la quantité de mouvement qui est associée. Puis, on va focuser sur le fait que c'est vectoriel. Donc, si on a, par exemple, un système d'axe XY, standard, là, X pointe vers la droite, Y pointe vers le haut. Si on a un objet qui a une masse de 3 kg et qui se déplace vers la droite avec une vitesse de module 2 mètres par seconde, on pourrait dire que cet objet-là possède une quantité de mouvement en X qui serait égale à 6. Hein? La masse fois la vitesse, donc 3 fois 2, ça donne 6, donc 6 kg fois mètre par seconde. Et en Y, on n'aurait pas de quantité de mouvement parce que la vitesse est juste en X. Donc ce serait ça les quantités de mouvement, composante X et composante Y. Si on avait une balle qui allait vers la gauche, là, ça serait le contraire, elle aurait une quantité de mouvement négative, une quantité de mouvement de moins 6. Donc, vous voyez que le sens de la vitesse a une importance. Il faut se fier à nos axes. Tout ce qui va dans la même direction que l'axe X est positif, ce qui va dans le sens contraire, c'est négatif. La balle pourrait aller vers le bas ou vers le haut, évidemment. Fait que si elle allait vers le bas, la quantité de mouvement en X, ce serait 0, mais en Y, ce serait 6, mais négatif, puisque ça va dans le sens contraire, donc on aurait moins 6. Et si vous avez quelque chose qui va en diagonale, c'est là qu'il faut faire attention, c'est que il faut tout simplement décomposer notre vitesse en composante x, composante y, comme on le fait, comme on décompose les vecteurs là, de manière habituelle. Donc si on a un vecteur vitesse là, qui est 4 mètres par seconde, qui pointe à 40 degrés par rapport à l'horizontale, notre vitesse, on pourrait la décomposer. La composante x, ce serait 4 fois cos 40. Et la composante y, ce serait 4 fois sin 40. Et là, comme la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc, si on fait, par exemple, 3 fois 4 fois cos 40, ce qui revient à dire là, 12 fois cos 40 en x, puis la composante, la quantité de mouvement en y, ce serait 3 fois 4 fois les sin de 40, donc 12 fois sin de 40. On pourrait juste calculer ça numériquement, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut le faire. Fait qu'on décompose, composante x, composante y, comme d'habitude. On avait ça comme ça, qui est presque la même chose, mais cette fois-ci, l'angle de 40 degrés formé est sous l'horizontale. La composante en x, ce sera la même chose que ce qu'on vient de voir. La composante en y, ce serait 3 fois 4 fois sin 40 négatif vers le bas, donc moins 12 fois sin de 40. Okay. Ce que je viens de vous montrer pour l'instant jusqu'à maintenant, c'est tout le temps juste un seul objet. Parce que je voulais vous montrer que, bon, on peut calculer la quantité de mouvement d'un objet, mais évidemment, on pourrait avoir deux objets. C'est sûr que quand on va avoir des collisions, on va nécessairement avoir deux objets là, qui vont se cogner ensemble. Donc, quand on calcule la quantité de mouvement totale de notre système, c'est tout simplement la somme des deux quantités de mouvement. Donc, dans un exemple simple comme ça, la quantité de mouvement totale du système, elle serait toute en X, toute vers la droite. Fait que cette balle-là a une quantité de mouvement de 6. Et cette balle-là, une quantité de mouvement de 10. Donc, on aurait une quantité de mouvement de plus 16 en X, et en Y, on n'aurait rien. Si les deux balles se foncent l'une vers l'autre, 6 ici, ça va être positif. Ici, on va avoir 5 fois 2, ça va être 10, mais négatif. Donc, celle-là plus 6, celle-là moins 10. Donc, une quantité de mouvement totale pour notre système des deux balles, qui serait de moins 4. Okay. Si les balles allaient comme ça, puis il allait entrer en collision ici, la quantité de mouvement de notre système, en X, on aurait plus 6, et en Y, on aurait moins 10. Okay? Fait qu'il faut toujours garder à l'esprit que la quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est vectoriel. Donc, on peut calculer les composantes en X et en Y. Revenons à notre exemple ici, de la situation 2. Fait qu'on a dit que quand les blocs se cognent ensemble, l'énergie n'est pas conservée. Et pour cette raison, on ne peut pas se fier à la quantité d'énergie, la conservation d'énergie pour
déterminer l'issue de notre collision. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est regarder ça ici. Si on calcule pas les énergies cinétiques, mais bien les quantités de mouvement du système, donc la quantité de mouvement totale là, des deux blocs additionnés ensemble, ben, avant la collision, c'est ce qu'on a ici. Donc, ce bloc-là, il y a une quantité de mouvement de plus 8. Ce bloc-là, 3 fois 5, 15, mais négatif de moins 15. 8 moins 15, ça fait moins 7. Donc, la quantité de mouvement totale de notre système avant la collision, c'est moins 7. Et après la collision, une fois que les blocs se sont cognés ensemble, on a les vitesses qui ont changé. Si on calcule la quantité de mouvement, ben ici, 4 fois 2.5, ça fait 10, mais négatif, donc moins 10. 3 fois 1 plus 3, et moins 10 plus 3, ça donne moins 7 également. Fait que vous voyez que dans la collision, ce qui est super intéressant, c'est que la quantité de mouvement, elle est conservée. Avant notre collision, ça valait moins 7. Après la collision, ça vaut moins 7. Okay? C'est sûr que si on avait une collision différente, ce serait pas moins 7. Ça aurait été un autre chiffre, mais on aurait exactement le même chiffre initial et final. Donc, la quantité de mouvement, elle est conservée pendant une collision. Donc, comme elle est conservée, là, ça nous permet de prédire l'issue d'une collision. Okay? Si on connaît là, suffisamment d'informations puis qu'on a une vitesse finale qui est inconnue, on est capable, en utilisant cette équation algébrique-là, d'aller trouver, d'avoir une inconnue qu'on peut aller isoler dans nos équations algébriques pour trouver la réponse. Okay? C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure, on va faire un petit exemple d'un problème du livre qui s'en vient. Mais d'abord, je vais juste vous montrer, oui, c'est bien beau, là, je vous le dis que c'est conservé, là, la quantité de mouvement, mais ça vient d'où cette équation-là? Ça sort de où? C'est une équation magique comme ça qui sort d'un chapeau? Là? Ben non. C'est quelque chose qui est totalement justifiable. Et en fait, pour comprendre ça vient d'où la conservation de la quantité de mouvement, si vous connaissez la deuxième loi de Newton et la troisième loi de Newton, donc des choses qu'on a déjà vues là, dans le chapitre 2, vous allez être capable de comprendre ça vient d'où. Okay? Parce que, supposons qu'on a deux blocs qui se foncent dedans, et évidemment, pendant qu'ils vont être en train d'entrer en collision, ils vont subir des forces internes qui sont beaucoup plus grandes que les forces externes. La collision va durer un certain intervalle de temps, delta t. Donc, les objets vont chacun subir une accélération qui va avoir un module qui est égal à delta v sur delta t. Okay? Donc, un nombre de mètres par seconde carré. Et on sait que la force que ressentent les objets, c'est sont des forces égales à ma. Donc, on pourrait dire que la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. L'accélération, on vient de dire que c'est égal à delta v sur delta t. Et écrire m fois delta v, comme que m est constant, puis ne change pas pendant la collision. Tu sais, dire m fois delta v, ce serait exactement la même chose que dire delta mv. M, c'est une constante, fait qu'on peut bien la rentrer ou la sortir de notre opérateur delta. Et m fois v, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Fait qu'on pourrait dire que tout ça, c'est égal au changement de quantité de mouvement, delta p sur delta t. Donc on peut aussi écrire que c'est vrai que somme des forces égale à ma, mais c'est vrai aussi que somme des forces égale à delta p sur delta t. Ça, c'est pour un certain intervalle de temps quelconque. Puis si on prend un intervalle de temps qui est infinitésimal, ça devient dp sur dt. Donc ça, c'est la dérivée, pour ceux qui ont fait le cours de mathématiques à YK. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, c'est juste un petit détail comme ça en passant. Okay. Mais si on revient à notre système de tout à l'heure, on imagine deux blocs qui se foncent dedans. Ce qu'on a dit, c'est que ici, là, les forces internes ont comme source l'autre objet du système. Par exemple, on pourrait dire que la force que B exerce sur A, ça va être égal à delta PA sur delta T. Et la force que A exerce sur B, ça va être égal à delta PB sur delta T, parce qu'on vient de dire que la somme des forces qui agissent sur un objet, c'est son changement de quantité de mouvement divisé par un delta T. Okay. Et par la troisième loi de Newton, qui est les forces action-réaction, ben, ces deux forces-là ici, c'est une paire action-réaction. La force que B fait sur A et la force que A fait sur B, c'est exactement les deux mêmes indices qui ont été interchangés. Donc, c'est la troisième loi de Newton qui est appliquée. La troisième loi de Newton, ça dit que quand vous avez une paire action-réaction, les deux forces ont exactement le même module et pointent dans deux directions contraires. Donc, au niveau algébrique, on peut écrire que le vecteur force B sur A est égal à moins le vecteur force A sur B. Ça veut juste dire que ces deux flèches-là ont le même module et pointent exactement dans deux directions contraires. Okay? Et après ça, c'est juste de l'algèbre. Vous voyez que FA sur B, c'est ça ici. FB sur A, pardon, c'est delta PA sur delta T est égal à moins FA sur B. FA sur B, on vient de dire que c'était delta PB sur delta T avec le signe négatif. Okay? Delta quelque chose, c'est tout le temps le truc final moins le truc initial. Donc delta PA, c'est
PA final moins PA initial. Delta PB, c'est PB final moins PB initial. Les delta T, on les a annulés parce qu'ils étaient là, présents de chaque côté de notre égalité. Donc on obtient ça comme ça. Le signe négatif, on peut le distribuer et on réorganise les termes. Tous les termes négatifs, on les met à gauche de notre égalité, puis lui, on le change de côté. Et ça nous donne que quantité de mouvement final du bloc A plus quantité de mouvement final du bloc B égale la quantité de mouvement initial du bloc A plus quantité de mouvement initial du bloc B, ce qui revient à dire que la quantité de mouvement totale de notre système final égale la quantité de mouvement totale de notre système initial. Donc, on obtient l'équation qui exprime la conservation de la quantité de mouvement. Fait que ça pour vous dire que la conservation de la quantité de mouvement, c'est pas quelque chose de nouveau là, qui sort de nulle part, c'est vraiment une conséquence directe des lois de Newton. Fait que si vous comprenez la deuxième loi de Newton, somme des forces égale à ma, et si vous comprenez la troisième loi de Newton, le principe action-réaction, mais la deuxième loi de Newton et la troisième loi de Newton, ensemble, là, impliquent nécessairement que dans une collision, la quantité de mouvement va être conservée. Okay? Donc c'est de là que ça vient, le principe de conservation de la quantité de mouvement. Ça va être conservé, à moins qu'il y ait des forces extérieures qui ne soient pas négligeables. Okay? Mais dans tous les cas qu'on va traiter là, en physique NYK, ça va tout être des cas où les forces internes vont être plus grandes que les forces externes. Il n'y aura pas de force externe non négligeable. Donc votre quantité de mouvement va être égale à une constante. La quantité de mouvement totale va être conservée. Et vous pourrez toujours utiliser là, cette équation-là. C'est ça, juste pour vous montrer comment on peut utiliser la conservation de la quantité de mouvement pour résoudre là, un problème. Je vais faire avec vous rapidement l'exercice 3.10.2. Okay. Donc c'est une collision. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais les chiffres sont différents. Fait qu'ici, on nous dit qu'on a deux blocs qui ont une masse de 2 kg et 4 kg. Avant la collision, on a ces vitesses-là, 3 mètres par seconde, 5 mètres par seconde. Et ce qu'on nous dit, c'est que quand ils vont se cogner, on sait que le bloc A il va repartir vers la gauche à 6 mètres par seconde, mais le bloc B, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est ça la question A, c'est de trouver l'orientation et la vitesse du bloc B immédiatement après la collision. Et une fois que ce sera fait, trouver c'est quoi le pourcentage d'énergie cinétique qui a été perdu pendant la collision. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la conservation de la quantité de mouvement. On va calculer c'est quoi la quantité de mouvement de notre système total initial. Donc au début, là, ce bloc-là, il y a une quantité de mouvement de plus 6. Ce bloc-là, il y a une quantité de mouvement de moins 20. Donc avant la collision, on avait une quantité de mouvement totale de moins 14. Et après la collision, une fois que la collision a eu lieu, ce qu'on nous donne dans la question, c'est que ce bloc-là allait avoir une quantité de mouvement de moins 12. L'autre, on ne savait pas c'était quoi. Sa masse, c'est 4, avec une vitesse qu'on ne connaissait pas encore, une vitesse inconnue. Donc ça donne une quantité de mouvement finale là, de moins 12 plus 4 fois la vitesse inconnue. Mais comme on sait que la quantité de mouvement est conservée dans une collision, on sait que ça ici égale ça ici. Donc on sait que moins 12 plus 4 VF égale à moins 14. C'est une équation algébrique qui est très très simple. On peut isoler VX, BF là-dedans et ça me donne une vitesse finale selon l'axe X pour le bloc B de moins 0.5 mètres par seconde. Donc on voit qu'après la collision, le bloc B va aller à 0.5 mètres par seconde vers la gauche. Okay. Donc on est capable d'utiliser la quantité de mouvement pour calculer la vitesse finale d'un des deux blocs après la collision. Okay. Ça, c'est la question numéro A. La question numéro B, on nous demandait c'est quoi l'énergie cinétique qui est perdue pendant la collision, le pourcentage d'énergie cinétique perdue. Maintenant qu'on connaît toutes les vitesses, on peut le calculer. Fait qu'avant la collision, on calcule l'énergie cinétique totale du système, qui est 59 joules. Et après la collision, une fois que les vitesses ont été modifiées, on refait le même calcul pour l'énergie cinétique totale des deux blocs. Ça me donne 36,5. Il y a une quantité d'énergie qui a été perdue. Et on peut calculer le pourcentage d'énergie cinétique qui a été perdu. Vous voyez, dans ce cas-ci, c'est 38,9%. Tout à l'heure, on avait vu un exemple où c'était 69% d'énergie qui est perdue. Fait que ça dépend vraiment de la collision. Okay? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un pourcentage d'énergie qui va être perdu. C'est pas tout le temps le même, mais il y a un pourcentage d'énergie qui va être perdu. Fait qu'on peut pas se fier à cette perte-là. La seule chose qu'on peut se fier tout le temps, c'est que la quantité de mouvement, elle est conservée. Okay, ça, on peut se fier à ça et utiliser ça pour résoudre nos problèmes. Ce que je dois vous mentionner, c'est qu'il existe plusieurs sortes de collisions. Il y en existe 3. Okay? Il y a ce qu'on appelle des collisions élastiques, des collisions inélastiques et des collisions parfaitement inélastiques. Mais peu importe le type de collision, la quantité de mouvement est toujours conservée. Fait que peu importe là, que vous ayez une collision élastique, inélastique, parfaitement inélastique, dès que vous avez une collision, il faut que ça allume une lumière dans votre tête, là, dire que la quantité de mouvement va être conservée. Donc vous avez le droit d'utiliser cette équation-là.
Ok? Euh, la plupart des collisions qu'on rencontre dans la nature sont des collisions inélastiques. Okay? Comme les exemples qu'on vient de voir, là, ça ici puis l'autre précédent, ce sont des collisions inélastiques parce qu'il y a une certaine quantité d'énergie qui est perdue pendant la collision. Jamais le même pourcentage, mais il y a un certain pourcentage de l'énergie qui est perdue, qui s'est transformée en énergie sonore et en énergie thermique, entre autres. Okay? Fait que je dirais là, que le plus grand nombre de collisions qu'on rencontre dans la nature, c'est des collisions inélastiques. Donc, la quantité de mouvement est conservée, mais l'énergie cinétique n'est pas conservée. Il y a un certain pourcentage qui est perdu. Okay. Collision élastique et collision parfaitement inélastique, c'est elles qui sont un peu spéciales. La collision élastique, sa particularité, c'est que c'est une collision dans laquelle l'énergie cinétique est conservée. Donc, l'énergie cinétique que vous avez avant la collision serait exactement égale à l'énergie cinétique qu'on aurait après la collision. Okay. Comment ça peut arriver, ça, dans la nature? C'est quand les deux objets vont interagir ensemble et changer de direction sans nécessairement se cogner vraiment physiquement. Okay? On rencontre ça souvent quand on a des collisions entre particules élémentaires. Par exemple, si vous avez deux protons qui passent près l'un de l'autre, ils vont changer de direction. Fait qu'on va dire qu'ils vont avoir subi une interaction. Mais les deux protons ne se sont pas nécessairement foncés dedans. Physiquement, ça n'a pas fait de son parce que les deux protons, ils vont juste interagir ensemble avec la force électrique, ils vont se repousser avec une force électrique sans vraiment se cogner. Fait que c'est plus ce genre de choses que vous verrez là en physique NYB, par exemple. Et pour ce qui est des collisions parfaitement inélastiques, ça, il y a une petite caractéristique particulière, c'est que les deux objets, après la collision, vont rester collés ensemble. Ils vont former un seul objet. Okay? Fait qu'il y a encore l'énergie cinétique ne sera pas conservée. Un certain pourcentage va être perdu, mais la caractéristique première, c'est que les deux objets restent collés ensemble après la collision. Okay? On ne fera pas de laboratoire là-dessus cette session, évidemment, à cause du confinement, mais quand on fait des laboratoires, une façon qu'on a de reproduire des collisions élastiques, c'est qu'on met des aimants, tout simplement. On prend deux petits chariots qu'on va lancer ensemble, les faire cogner, là, les faire entrer en collision, mais on met des aimants. Comme ça, là, par exemple, les deux pôles nord face à face. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand les chariots vont arriver près l'un de l'autre, ben, ils vont pas vraiment se cogner là, physiquement, parce que les aimants vont se repousser l'un l'autre. Donc, les chariots vont interagir ensemble, leur vitesse va être modifiée, mais ils vont pas vraiment se toucher. Donc, il n'y aura pas d'énergie sonore qui va être associée à ça. Donc, il n'y aura pas de perte d'énergie cinétique. L'énergie cinétique initiale va être égale à l'énergie cinétique finale. C'est rare que ça arrive, des collisions comme ça, mais quand ça arrive, on appelle ça des collisions élastiques. Okay. Pour des collisions inélastiques, ben ça c'est tout simplement si vous ne mettez pas d'aimant, puis vous lancez le premier chariot vers le deuxième, les chariots vont se cogner, ça va faire un bruit, ça va faire toc, ça va faire bang, là. Donc il va y avoir une certaine quantité d'énergie qui va être transformée sous forme sonore, et ben, la quantité de mouvement sera pas la quantité de mouvement va être conservée, mais l'énergie cinétique elle ne sera pas conservée, il va y avoir un certain pourcentage d'énergie cinétique qui va être perdu qu'on pourrait calculer. Donc ça c'est ce qui va se produire dans la plupart des cas dans la nature. Okay. Puis, en laboratoire, quand on va faire des collisions parfaitement inélastiques, ce qu'on utilise, c'est qu'il faut que les chariots restent collés ensemble après la collision. Un truc facile qu'on fait dans le laboratoire, c'est qu'on met des velcro, tout simplement, là, à chacune des deux extrémités de nos chariots. Donc, quand les chariots entrent en collision, les velcro vont s'agripper, donc les chariots vont rester collés ensemble après la collision. Donc, c'est une collision un peu particulière là, qui a comme caractéristique principale que les deux objets restent collés ensemble après la collision. Ça arrive dans la vraie vie aussi. Hein. Par exemple, quand il y a par exemple des accidents de voiture, là, ça arrive souvent que quand les deux voitures se cognent, subissent une collision, ben, les voitures restent collées ensemble ou restent prises ensemble après la collision. Donc ça, c'est l'équivalent de ça ici. Quand les deux objets restent accrochés ensemble après la collision, on appelle ça une collision parfaitement inélastique. Okay. Fait outre ces types de collisions-là, quand on imagine une collision, on imagine tout le temps justement là, deux chariots ou deux voitures là, qui vont se cogner ensemble ou quelque chose comme ça. Mais si vous vous rappelez de la définition de la collision, une collision au niveau physique, ça dit simplement que c'est une interaction dans laquelle les forces internes vont être beaucoup plus grandes que les forces externes. Okay? Donc c'est encore un peu plus large que ça, les collisions. Par exemple, là, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, la vitesse de recul quand on tire avec une arme à feu. Je sais pas si vous avez déjà tiré avec un gun à plomb ou quelque chose comme ça. Quand on va lancer un projectile, l'arme à feu va avoir ce qu'on appelle une vitesse de recul. Hein. Pourquoi ça fait ça? Parce que quand on tire, ce
ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir là, un processus qui va dégager de l'énergie, par exemple de la poudre à canon qui va exploser, donc une réaction chimique qui va libérer de l'énergie, et cette énergie-là va être transformée sous forme d'énergie cinétique, fait que ça va lancer un projectile, un dard, une balle, quelque chose comme ça, dans une certaine direction, mais par conservation de la quantité de mouvement, l'arme à feu doit nécessairement reculer. Okay? Pourquoi? Parce que si on regarde ça au niveau de la quantité de mouvement, ben, au départ, là, quand vous n'avez pas encore fait feu, vous aviez une arme à feu puis un projectile. Les deux étaient immobiles, donc la vitesse était immobile. Si toutes les vitesses sont immobiles, ça veut dire que la quantité de mouvement initiale de votre système, c'était zéro. Des objets qui ont des masses, mais qui ont des vitesses égales à zéro, ça fait une quantité de mouvement initiale égale à zéro. Et dans la situation finale, après avoir tiré, vous avez un projectile qui a une certaine masse et une certaine vitesse vers la droite. Donc ça produit une certaine quantité de mouvement positif. Et pour que la quantité de mouvement soit conservée, ben, il faut que l'autre objet ici se mette nécessairement à reculer. Et une masse et une vitesse dans le sens contraire de l'axe X va produire une quantité de mouvement négative. Donc une quantité de mouvement positive et une quantité de mouvement négative. Les deux vont s'additionner ensemble pour donner 0. Et donc c'est de là que ça vient la vitesse de recul. Okay. Dans l'exemple qu'on avait ici, si on connaît la masse de l'arme à feu, la masse du dard qui est lancé, et on dit que quand on fait feu, le dard part avec une vitesse de 1000 mètres par seconde. Donc on connaît tout sauf la vitesse finale de l'arme à feu ici, mais on sait que c'est une interaction dans laquelle les forces internes sont beaucoup plus grandes que les forces externes. Donc on peut utiliser la conservation de la quantité de mouvement, et on écrit notre équation. On connaît toutes les vitesses. Les deux vitesses initiales, c'est 0. La vitesse finale du dard, on sait que c'est 1000 mètres par seconde. La vitesse finale de la carabine, on ne sait pas c'est quoi. C'est notre seul inconnu. Donc, on écrit notre équation de la conservation de la quantité de mouvement, on l'isole algébriquement et on trouve une vitesse de moins 5 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que la carabine va aller à 5 mètres par seconde vers la gauche. Okay. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on a des blocs qui se cognent ensemble, il y a un certain pourcentage d'énergie cinétique qui va être perdu. Okay. Ici, évidemment, quand on analyse la situation, on se rend compte qu'au départ, tout était immobile. Donc, on avait 0 joule d'énergie cinétique. Et dans la situation finale, ben là, on a deux objets qui bougent. Donc, on pourrait calculer la quantité d'énergie cinétique de l'arme à feu et du projectile. Et évidemment, ça donne un certain nombre. Donc, ça, c'est un exemple un peu bizarre de collision là, ou d'interaction. C'est qu'il y a plus d'énergie cinétique dans la situation finale que dans la situation initiale. Fait que si c'est le cas, là, si vous avez plus d'énergie cinétique à la fin qu'au début, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose dans le processus qui a produit ou qui a amené de l'énergie dans le système. Ici, par exemple, ce serait la poudre à canon. Quand la poudre à canon explose, c'est une réaction chimique, donc il y a de l'énergie qui est entrée dans le système quand votre poudre à canon a explosé, et cette énergie-là s'est transformée en énergie cinétique là, de mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir plus d'énergie cinétique à la fin qu'au début. Okay. En tout cas, juste pour vous dire que la conservation de la quantité de mouvement, c'est beaucoup plus large que juste des collisions. Là. Fait que ça s'applique dans plein de genres de situations et pas uniquement dans des situations de base là, où vous avez deux blocs qui se cognent ensemble. Ça peut être utilisé dans des situations beaucoup plus complexes et peut-être beaucoup plus intéressantes aussi. Okay. Autre chose que je veux regarder avec vous, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on a fait, tous les exemples que je vous ai montrés, ça a toujours été des trucs qui se produisaient seulement en une dimension, selon l'axe X. Okay? Fait que ça n'a pas vraiment encore fait ressortir le caractère vectoriel de la quantité de mouvement. C'est pour ça que je tenais à faire avec vous, là, à vous expliquer deux situations, la situation 7 et la situation 8, où là, on a vraiment quelque chose qui est en deux dimensions. Donc, ça ressemble d'une certaine façon à ce qu'on a déjà vu, c'est deux blocs, là, ici ça va être des rondelles. Là. Donc, deux rondelles qui vont se cogner ensemble, qui vont entrer en collision. On connaît les deux vitesses initiales, on connaît une des deux vitesses finales, puis on cherche la vitesse finale qu'on ne connaît pas. Sauf que ici, la différence, c'est que les objets vont se déplacer en deux dimensions. Donc, pas juste là en ligne droite. Il va y avoir vraiment des trucs en deux dimensions. Donc, ça va faire ressortir tout le caractère vectoriel de la quantité de mouvement. Et vous allez voir qu'on va devoir décomposer là, nos vitesses, composante X, composante Y, et qu'on va devoir écrire deux fois l'équation de la conservation de la quantité de mouvement, une fois en X et une fois en Y. Donc, ça va être le cas le plus général possible. Okay. Situation 7, qui va revenir aussi dans la situation 8, là, à une petite différence près, c'est que bon, on a deux rondelles qui ont des masses différentes. La rondelle A a une masse de 0,5 kg, la rondelle B a une masse de 1 kg. Ces rondelles-là, on les lance sur une table sans frottement.
la rondelle A va à 5 mètres par seconde vers la droite, la rondelle B, elle va à 4 mètres par seconde, mais pas vers la gauche. Elle va à 4 mètres par seconde selon une direction qui forme un angle de 30 degrés par rapport là, à notre axe X. Okay. Ça, c'est avant la collision. Fait qu'on comprend que les deux rondelles vont arriver ici, ils vont se cogner ensemble, puis après la collision, qu'est-ce qu'on sait? On nous dit qu'après la collision, la rondelle A va aller vraiment juste vers le bas, okay, à une vitesse de 4 mètres par seconde. Et la rondelle B, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle va aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite ou en diagonale? On ne sait pas. C'est ce qu'on veut calculer. Okay. Fait que si on regarde qu'est-ce qu'on connaît, ben on sait que, par exemple, pour la balle A, sa vitesse initiale en X, c'est 5 mètres par seconde par la droite. On sait que sa vitesse finale, elle va être juste en Y. Fait qu'on peut dire que la vitesse finale de la rondelle A en Y, ça va être moins 4, hein, vers le bas, dans le sens contraire de l'axe Y. Et pour la rondelle B, ben, la rondelle B, elle a des vitesses initiales en X et en Y qu'on va devoir décomposer. Donc la vitesse initiale en X, ça va être 4 mètres par seconde fois le cosinus de 30. Ça va être négatif, hein, moins 4 fois cos 30. Et la composante de la vitesse initiale en Y, ça va être 4 fois le sinus de 30, encore une fois en négatif puisque ça va être vers le bas, donc moins 4 fois sin de 30, qui donne moins 2. Fait que vous voyez, c'est important de décomposer nos vitesses en composante X et composante Y quand vous avez des trucs en diagonale, parce que quand on va analyser ça au niveau de la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de la quantité de mouvement, on peut l'écrire sous forme vectorielle, mais quand on travaille pour vrai avec des équations, c'est qu'on on l'écrit deux fois, une fois en X et une fois en Y, et c'est là que les composantes des vitesses en X puis en Y vont intervenir. Okay. Donc, si on commence par l'équation en X, on peut dire que la quantité de mouvement est conservée, donc on peut dire que la quantité de mouvement en X va être conservée. Donc, il faut que la quantité de mouvement initiale en X de votre système soit égale à la quantité de mouvement finale en X. Quantité de mouvement initiale en X, on a le MV de la rondelle A, donc 0.5 fois 5, et la quantité de mouvement initiale de la rondelle B, on a la masse de 1 kg fois la vitesse initiale en X qui est moins 4 fois cos 30. Si on calcule ça, on a une quantité de mouvement totale initiale de moins 0.96 et la quantité de mouvement finale en X, ben, la balle A, la rondelle A en X, elle n'a pas de vitesse, donc plus 0. Et la balle B en X, on ne connaît pas sa vitesse, mais on sait que sa masse c'est 1. Fait que c'est sa masse fois sa vitesse qui est inconnue. Okay? Mais comme la quantité de mouvement est conservée, on sait que ça ici doit être égal à ça ici. Donc tout simplement, ça égale ça. Donc la vitesse finale de la rondelle B, la composante X, c'est moins 0.96 mètres par seconde. Okay? Ça, c'est juste la composante X. La composante en Y, on ne sait pas encore c'est quoi, il faut la calculer. Ce qu'on refait, c'est qu'on fait exactement la même chose que ça, mais en Y. Donc, on va calculer c'est quoi la quantité de mouvement initiale totale de notre système en Y, la quantité de mouvement totale finale en Y, faire égaler les deux. Okay? Donc, en Y, c'est quoi notre quantité de mouvement? Ben, initialement, elle n'a pas de quantité de mouvement en Y, donc je suis 0 parce qu'elle n'a pas de vitesse en Y. La balle B, là, avant la collision, on a une quantité de mouvement en Y, c'est la masse fois la vitesse. La masse, c'est 1. La vitesse, c'est moins 4 fois sin de 30. Donc, notre système total, là, il y a une quantité de mouvement initiale en Y qui est égale à moins 2. Et la quantité de mouvement finale, ben, le bloc A, la rondelle A ici, masse 0.5, vitesse de 4 vers le bas, donc ça fait 0.5 fois 4, ça fait 2, ben moins 2 en fait. Et la vitesse de la balle B, on la connaît pas. Sa masse c'est 1, sa vitesse finale, on va écrire ça VYBF, on sait pas c'est quoi. Okay. Quand on calcule ça, ça nous donne moins 2 plus VYBF. Fait qu'on sait que ça ici est égal à ça ici. Quand on écrit ça algébriquement, ça égale à ça. Là, c'est très simple, on voit tout de suite que ça, il faut que ce soit égal à 0, hein, parce que les moins 2 vont s'annuler. Donc, dans ce cas un peu particulier-là, ça nous disait que la vitesse finale de la rondelle B en Y est égale à 0. Donc, maintenant qu'on a calculé la composante en X de la vitesse et la composante en Y de la vitesse, on connaît maintenant le vecteur vitesse finale de la rondelle B. Et ici, bon, c'est un exemple un peu simple, un peu particulier, ça fait en sorte qu'on comprend là, que la rondelle B, elle va juste se diriger vers la gauche. Elle va seulement avoir une vitesse là, finale qui est vers la gauche, à 0.96 mètres par seconde. Elle n'aura pas de composante en Y, donc la balle B va juste entrer en collision ici, et ensuite de ça, elle va juste se diriger vers la gauche avec une vitesse de 0.96 mètres par seconde. Okay.
Fait que c'est ça, vous voyez que c'est important là, de vraiment diviser votre équation en deux parties. Donc, quand vous voyez l'équation vectorielle comme ça, c'est bien beau, là, mais quand on fait les calculs pour vrai, c'est qu'on dit la quantité de mouvement en x est conservée et la quantité de mouvement en y est conservée. Donc, chacune de vos deux équations vous permet de trouver une des composantes de votre vitesse finale. Et quand on a les deux composantes, là, on peut trouver le vecteur vitesse finale. Okay. Si on regarde la situation 8, okay, c'est le même setup, là, la même situation initiale, les mêmes deux rondelles avec la même masse qui foncent l'une vers l'autre avec les mêmes vitesses initiales. Donc la situation initiale ne changera pas. La différence, c'est que on suppose cette fois-ci qu'on va coller, on va mettre un petit peu de colle entre les deux, sur les deux rondelles. Et la petite colle magique, on va dire que quand les deux rondelles vont se cogner, elles vont rester collées ensemble. C'est comme une espèce de super colle là, qui sèche instantanément. Là, dès que les deux rondelles se touchent, la colle sèche et nos deux blocs, nos deux rondelles vont rester collées ensemble. Okay. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que si nos deux rondelles restent collées ensemble, ça veut dire que nécessairement elles vont avoir exactement la même vitesse. Parce que si elles n'avaient pas la même vitesse, elles ne resteraient pas collées ensemble. Donc ça veut dire que la vitesse finale des deux rondelles va être exactement la même. Okay? Et à cause de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même considérer carrément là, que dans la situation finale, on peut considérer qu'on a vraiment un seul objet. Parce qu'on avait une rondelle qui a une masse de 0,5 kg, une deuxième rondelle qui a une masse de 1 kg, mais quand elles vont se cogner, elles vont rester collées ensemble. Donc si elles restent collées ensemble, on peut même considérer au niveau des calculs là, que ça va devenir un seul objet qui a maintenant une masse de 1,5 kg et qui va avoir une certaine vitesse finale qu'on va calculer. Okay. Une fois qu'on a compris ça, au niveau des calculs, c'est exactement la même chose. On applique l'équation-là. Donc, la conservation de la quantité de mouvement en X et la conservation de la quantité de mouvement en Y. La quantité de mouvement initiale en X, c'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure. Et la quantité de mouvement finale après la collision. Donc, on considère maintenant qu'on va avoir un seul objet après la collision, qui a une masse de 1,5 kg. Sa vitesse, on ne la connaît pas. Mais quand on écrit notre équation, on voit qu'on connaît tout, sauf une inconnue, qu'on peut isoler. Donc on sait qu'après la collision, là, ce nouvel objet-là va avoir une vitesse en x de moins 0,64. C'est juste la composante en x. Si on veut trouver la composante en y, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, on écrit l'équation ici, conservation de la quantité de mouvement en Y. La quantité de mouvement initiale, c'est le même calcul qu'on avait fait dans la situation 7. Et dans la situation finale, encore une fois, on suppose qu'on va avoir un seul objet qui a une masse de 1,5 kg avec une vitesse en Y qu'on ne connaît pas. Et si on fait le calcul, on va trouver qu'on a une vitesse de moins 1,33 mètres par seconde. Donc là, on a calculé la composante en X de la vitesse finale et la composante en Y de la vitesse finale. Donc on connaît le module là, de notre vitesse finale. Si on voulait aller plus loin, on pourrait trouver par exemple c'est quoi, on pourrait l'écrire ça sous forme polaire si on voulait. Si on connaît les deux composantes d'un vecteur, on pourrait faire un Pythagore pour trouver le module de notre vitesse. On pourrait calculer l'angle aussi qui va être formé. Donc on pourrait dire que les deux rondelles collées ensemble là, vont aller à 1,48 mètres par seconde à 64,4 degrés au sud de l'ouest. Okay. Et une fois qu'on a les vitesses, on pourrait calculer les énergies cinétiques, on pourrait calculer la perte d'énergie cinétique, et ainsi de suite. Le plus difficile, c'est vraiment d'appliquer correctement le principe de conservation de la quantité de mouvement. Et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer là, à travers la situation 7 et la situation 8. Le fait de vraiment décomposer là, votre équation en deux sous-équations. Une équation qui est juste en X et une équation qui est juste en Y. Okay. Donc voilà pour l'essentiel de la section 3.10. Je vais probablement produire bientôt une vidéo où je vous expliquerai, je vous ferai la solution de la situation 3.10.2, l'exercice 3.10.12, qui ressemble beaucoup aux situations qu'on vient de voir, deux rondelles qui vont entrer en collision ensemble en deux dimensions. Donc il faudra encore une fois décomposer la conservation de la quantité de mouvement en deux équations, une équation juste en X et une équation uniquement en Y. Okay. Donc, voilà, c'était la théorie de la section 3.10. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.